Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Suite de votre soirée débat consacrée au second tour de ces élections législatives en partenariat avec France Bleu Lorraine. Coup de projecteur à présent sur la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, celle de Toul et de Colombey-les-Belles. 2 candidats sont encore en lice pour ce second tour dimanche prochain. Dominique Potier, député socialiste sortant. Il est arrivé en tête dimanche dernier avec 43,47% des voix face à Louis-Joseph Pécher, candidat d'extrême droite, qui a quant à lui recueilli 30,45% des suffrages. Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, Louis-Joseph Pécher, on va commencer par clarifier peut-être votre candidature. Vous faites campagne aujourd'hui avec l'étiquette à droite avec les amis d'Éric Ciotti. Pourtant, celui-ci et le Rassemblement national affirment ne pas vous soutenir aujourd'hui en raison des propos que vous avez pu tenir, propos antisémites et homophobes entre autres. Alors, sur ce point-là, je répondrai 2 choses. Déjà, c'est des propos qui m'ont été imputés. Alors, sur la base d'un compte Twitter anonyme, à partir de capture d'écran, ça a été sorti par un journal je qualifierais plutôt d'extrême gauche. Ça a été repris, j'allais dire, sans grande vérification par l'ensemble de la presse. Ça a fait beaucoup de scandales, parce qu'à l'époque, il y avait eu Monsieur Martin en Bretagne qui a eu des ennuis. J'étais le 2e, j'allais dire, à être désigné un peu à la vindicte de cette frange de la presse. Donc tout d'abord, vous refutez avoir tenu ces propos. Absolument, voilà. Deuxièmement, maintenant aujourd'hui, il y a une centaine de candidats qui sont accusés de diverses choses. Et ça va croire qu'en fait, il faudrait que la presse, qui est à l'opposé de nos idées, si on les écoutait, quasiment plus aucun candidat du Rassemblement national ne serait légitime pour cette élection. Alors c'est vrai que comme j'ai été le 2e de tout sur cette centaine de candidats, Monsieur Ciotti, je pense, a réagi dans l'urgence face à une forme de pression médiatique. Et moi, à ma connaissance, j'ai entendu parler de retrait de soutien. Je suis toujours membre à jour de cotisation DLR. Je n'ai reçu aucun... Vous êtes cotisant chez les Républicains ? Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Je n'ai reçu aucune information DLR m'informant de quoi que ce soit. Parce qu'Éric Ciotti, dans un communiqué, dit ne plus vous soutenir. De même que le Rassemblement national à l'échelle locale, Mathieu Grasse dit également que vous n'avez pas leur soutien. Moi, en tout cas, je n'ai pas ces informations. Et puis, je suis juriste de formation surtout. C'est-à-dire qu'il y a des instances qui sont chargées d'investir les candidats, qui sont chargées de sanctionner les candidats, de leur retirer le soutien. C'est assez vague juridiquement, ça ne veut rien dire. Je n'ai reçu aucune décision d'une instance dirigeante m'informant que je ne devais plus utiliser l'étiquette, utiliser le matériel de campagne. Et moi, en tant que juriste, tant qu'il n'y a rien d'officiel, je m'en tiens à ce qui était décidé. Donc, si vous êtes élu, vous serez dans la majorité du côté de Jordan Bardella, s'il obtient la majorité, et d'Éric Ciotti. Écoutez, parce que la polémique a pris une telle ampleur, je ne sais pas s'ils souhaiteront que je siège avec eux ou pas. Ça, c'est des choses qui auront lieu après les élections. En tout cas, aujourd'hui, je porte leur couleur et je suis le candidat officiel de M. Ciotti, soutenu par M. Bardella. Voilà pour la clarification. Dominique Potier, vous êtes candidat sur cette 5e circonscription de Toul depuis 2012. Quand vous voyez aujourd'hui les résultats de l'extrême droite, si on regarde le score de Louis-Joseph Pécher, que l'on ajoute à celui de M. Nups, c'est à peu près 40%. Vous comprenez aujourd'hui la colère, ou en tout cas ce score de l'extrême droite sur votre circonscription ? L'extrême droite, sur notre circonscription, a fait 51% en 2022 et elle a fait aux européennes autour de 50%. Donc dans les législatives, 40%, malheureusement pour nous, ce n'est pas une surprise. Ce qui est une surprise, c'est que ce score était porté par des candidats qui étaient totalement hors sol. Vous m'expliquerez ce que ça signifie. Vous le savez très bien, j'habite pas dans la circonscription, c'est un secret pour... Vous habitez dans l'Ouest, pour personne, c'est ça, oui, absolument. D'accord, okay. Donc des candidats hors sol, qui ne connaissent pas le territoire, qui n'y habitent pas, qui n'y vivent pas, qui n'y travaillent pas, qui en plus ont été désavoués par leur propre formation politique, ça c'est factuel. Et on est devant une situation soit d'une immense imposture, soit d'une immense hypocrisie. L'imposture, ce serait vous qui portez la marque du Rassemblement national et des amis d'Éric Ciotti alors qu'ils vous ont désavoué, ou alors c'est Éric Ciotti, les Républicains et le Rassemblement national qui font preuve d'une immense hypocrisie en ne débranchant pas un candidat qui a été accusé d'antisémitisme. Oui, alors, là vraiment, on est sur une situation qui est... On ne plaisante pas avec ces choses-là. Oui, On ne plaisante pas avec les questions de l'antisémitisme. Je suis d'accord avec vous, mais l'antisémitisme, l'homophobie et le racisme sont des délits. C'est une expression utilisée souvent et qui est bien connue. À l'heure actuelle, aucune plainte n'a été déposée contre moi. J'ai un casier judiciaire vierge. Donc si j'ai été bien celui qui a tenu ces propos, je pense que la justice s'en serait saisie. Aujourd'hui, il n'y a aucune plainte contre moi. Donc, et le tribunal médiatique, à ma connaissance, n'a aucune valeur juridique. Donc, je veux bien que dans la presse, on me prête certains propos. Aujourd'hui, la justice n'a rien dit. Et c'est elle qui fait foi dans ce pays. Essayons d'être clairs. Oui, soit vous mentez, soit Éric Ciotti ment. C'est-à-dire des deux ? Les deux ?
Mais c'est-à-dire avec ce team, enfin que... Il ment, il dit que vous êtes antisémite. Non, il a dit qu'il y avait eu des tweets dont on avait affirmé que c'était les miens. Il n'a rien dit d'autre. Il n'a jamais dit que Tweets j'étais antisémite. qui, je rappelle, ont été effacés depuis. Voilà, oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai découvert ça par voie de presse. Vous avez découvert l'ardoise magique ou vous l'avez... C'est-à-dire Vous avez effacé ces tweets, hein. Mais je vous dis que ce compte n'était pas à moi, donc je n'ai effacé du tout. C'est pas ce que disent les journalistes d'investigation qui ont travaillé sur d'investigation, vous appelez, c'est pas du journalisme d'investigation, c'est des militants politiques qui font profession de journalisme. C'est pas tout à fait. Vous avez une certaine haine du journalisme indépendant et de la presse libre en général et du service public de l'audiovisuel. Mais qui vous a dit moi, ça? je voudrais que j'exprime clairement mon respect pour le travail des journalistes, Mais je le travail de la respecte presse. aussi les journalistes. Messieurs, on va continuer. J'espère que le 7 juillet, on aura encore les conditions dans notre pays d'avoir une presse libre. Justement, on va continuer ce débat. Je n'ai jamais plaidé le contraire. Hein, si vous me prêtez des propos, Messieurs, vous lancez des accusations. on va continuer ce débat. Dominique Potier, vous évoquiez il y a quelques instants l'ancrage local. Je le disais, vous êtes député sortant depuis 2012. Aujourd'hui, député sortant, vous l'avez dit, vous avez un ancrage local. Est-ce que vous comprenez finalement que les électeurs vous est certes placé en tête, mais votent autant pour des candidats d'extrême droite qui ne sont peut-être pas implantés sur la circonscription? En fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit finalement d'avoir une étiquette Rassemblement national et que les Français ont envie de porter Jordan Bardella au pouvoir. Jordan Bardella, le Rassemblement national a été le véhicule de l'expression d'une colère, d'un ressentiment national. C'est comme ça que je le qualifie. Il y a certes une partie de nos compatriotes qui rêvent d'un régime autoritaire, qui remettent en cause l'état de droit, l'Union européenne, les libertés publiques, qui sont nostalgiques d'un monde d'avant qui a d'ailleurs jamais existé. Mais je ne crois pas qu'il soit majoritaire dans le vote Rassemblement national. Dans le vote Rassemblement national, il y a une colère, il y a un rejet, il y a une forme d'humiliation, il y a un rejet peut-être des institutions. C'est pas seulement un rejet de la modernité, c'est le fait, c'est l'expression des injustices. Et c'est une relecture pour nous, pour moi qui suis un homme ancré à gauche, une gauche ouverte, capable de coopérer avec toutes les forces politiques républicaines. Je crois que j'ai déjà démontré et sur le territoire et à l'Assemblée. La gauche n'arrive plus à convaincre ces électeurs-là. Ni la gauche, ni la droite, ni le centre, pour qui c'est un échec patent, n'ont réussi à répondre concrètement à ces colères qui s'expriment. Ce dont nous sommes certains, c'est que la voie qu'offre le Rassemblement national est une impasse, c'est un vertige absolu, c'est une rupture historique, mais il y a, avec humilité, pour l'ensemble des partis républicains, une relecture de leurs pratiques. Moi, je n'ai honte d'aucun des combats que j'ai portés, et sur le territoire et à l'Assemblée. Mais force est de constater que collectivement, nous n'avons pas réussi à incarner l'espérance dans un récit politique où chacun puisse se reconnaître, et notamment les milieux populaires, et notamment les milieux populaires qui vivent en milieu rural. Ici, dans notre circonscription, on résiste mieux qu'ailleurs, mais je constate que néanmoins, un candidat inconnu, un candidat qu'on écarte pour des raisons, encore une fois, d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme et de racisme, arrive en deuxième inconnu, position. Peut-être parce qu'il est inconnu, mais en tout cas récolte 40%. Je vais répondre, je le répète, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas magistrat, je ne suis poursuivi pour aucun de ces chefs d'acquisition qui en France font des délits. Celui qui tient ses propos est poursuivi. Je ne fais l'objet d'aucune poursuite et je ne ferai l'objet d'aucune poursuite. L'autre chose, on oublie quand même un peu que l'Assemblée nationale, c'est un scrutin national. On ne parle pas du Conseil général, d'une municipalité ou du Conseil régional. Comme je l'ai dit d'ailleurs à certains de vos confrères hier, j'ai des origines dans la région, effectivement, j'y vis pas. Et après, j'aimerais que M. Potier m'explique, mais j'ai autre chose à lui dire aussi, si par exemple demain je m'installe dans la circonscription, si j'y suis élu, est-ce qu'il y a des Lorrains de souche ou des Lorrains de papier? Quel est le critère pour être un Lorrain? Enfin, ça, vous me l'expliquez. Ça veut dire aujourd'hui que le plus important, c'est quoi? D'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour Jordan Bardella et Éric Ciotti? Voilà, c'est ça, d'une part. Et après, on parlait que nous voudrions porter un projet d'une France d'avant. J'ai envie de dire à M. Potier que la France d'avant, en réalité, c'est lui, puisque d'ailleurs, M. Macron n'a présenté aucun candidat contre lui. La France insoumise n'en a pas présenté contre lui. La droite, dite de gouvernement, appelle à voter pour lui. Et donc, en fait, il incarne tous les vieux partis qui, pendant 40 ans, ont mené la France à la ruine. Donc, en fait, dire que nous fantasmons une France d'avant, c'est faux. Vous incarnez la France d'avant et nous incarnons la France de demain. Vous avez l'impression aujourd'hui, Dominique Potier, de pâtir finalement de ne pas avoir de candidat de la majorité présidentielle face à vous et de peut-être être assimilé finalement aujourd'hui à la politique du gouvernement ou pas du tout? J'ai découvert, comme vous, qu'il n'y avait pas de candidat de la majorité présidentielle. Je crois qu'il n'y avait pas de candidat tout court. Et puis, ils ont pensé que dans des circonscriptions où il y avait un risque RN important, ils préféraient s'abstenir. C'est pas une force très importante sur notre circonscription, le centre. Hein. On l'a démontré lors des derniers... pas de candidat, pas de score attendu, et donc une sorte de geste. Il y a deux interprétations, ils ne pouvaient pas ou ils ne voulaient pas. Je veux bien leur donner le critère de ils ne voulaient pas. Toujours est-il que
une grande partie de ces électorats centristes s'est reportée sur les Républicains, qui ont fait un score inattendu sur notre circonscription. Je ne doute pas une seconde. Et que Quentin Vinault, on peut le dire, candidat LR, a déjà appelé à voter pour vous, comme Nadine Morano d'ailleurs. Je pense que les personnes qui viennent de l'espérance qu'avait suscité en 2012 Emmanuel Macron, d'un centre réunifiant les droites, la gauche, etc. En tout cas, une partie de la droite s'est retournée vers lui. En l'absence du candidat, ils ont pu voter les Républicains. Et les vrais Républicains, et ils vont voter pour des Républicains, donc ils vont voter pour moi. Voilà, c'est le pari que je fais dans ce second tour. C'est que tous ceux qui sont de la tradition gaulliste, de tous ceux qui, dans l'après-guerre, ont fait les choix importants, qui ont donné sa force et sa dignité à la France, un passé que je ne renie pas pour ma part, dont je suis fier. Justement, est-ce que vous redoutez, Louis-Joseph Pécher, vous, ce front républicain, avec des candidats qui appellent effectivement, de nombreux maires également, qui appellent à voter pour Dominique Potier? Je pense que ça incarne aussi le vieux monde. Je pense que j'ai discuté... je me suis promené un peu contrairement à ce que dit Monsieur Potier, j'ai passé du temps dans la circonscription, même si n'étant pas un professionnel de la politique, j'ai pas pu y passer autant que lui. Et puis vous la connaissez beaucoup mieux que moi, je vais pas nier. Excusez-moi, j'ai oublié. Oui, est-ce qu'aujourd'hui vous redoutez finalement cet appel à faire barrage à l'extrême droite ou pas du tout? Les gens qui sympathisent pour nos idées, donc dans Toul ou dans les villages où j'ai pu passer, c'est qu'en fait cette espèce de matraquage où en fait certains médias s'autorisent à dire aux gens ce qu'ils ont le droit de penser, comment il faut voter, de voir qu'en fait finalement une élection c'est une expression démocratique et que l'ensemble des partis qui ne sont pas le Rassemblement national se liguent systématiquement contre le Rassemblement national. Mais justement, vous nous avez dit que vous étiez adhérent chez les Républicains. Ou ses alliés, le Rassemblement national ou ses alliés, en l'occurrence M. Ciotti. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas dans la ligne, on va dire, classique défendue par une grande partie des LR aujourd'hui. Vous êtes vraiment dans la ligne d'Éric Ciotti. Je suis dans la ligne d'Éric Ciotti. C'est pour ça que je porte leur couleur. Mais je pense que les gens en ont assez qu'on leur explique ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent voter, et que ces consignes de vote, en fait, ont assez peu d'effet sur les... Et puis d'ailleurs, heureusement que les électeurs restent libres. C'est pas... On n'est pas le chef des voix de ces électeurs et que les électeurs feront comme ils le veulent. Et c'est vrai que quand je vois le programme de M. Vinault, j'ai l'impression, c'est un programme très à droite, moi, qui me fait penser au RPR de la fin des années 80 ou au début des années 90. Et j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent passer de cette profession de foi à celle de M. Potier sans voir que quelque chose ne va pas. Alors, c'est des candidats qui disent aujourd'hui on n'adhère pas forcément pour un programme, loin de là, mais l'idée, finalement, c'est de défendre les valeurs de la République. Est-ce que vous vous sentez en dehors, vous, des valeurs de la République? Non, et je pense que si le Front National, le Rassemblement National, et M. Ciotti étaient en dehors des valeurs de la République, le parti serait interdit. Enfin, on ne peut pas... Quand on viole les lois de la République, on est sanctionné et puni. C'est pour ça que je dis que ces allégations qu'on me rappelle en permanence, qui nous font l'objet d'aucune plainte, d'aucun procès. Si jamais le Rassemblement national et M. Ciotti étaient en dehors de la République, les Républiques leur interdiraient toute forme d'expression et ce serait d'ailleurs normal. Or, ça n'est pas le cas. Donc c'est l'expression démocratique et républicaine de ce que pensent les Français, de ce qu'attendent une grande majorité des Français. Dominique Potier, est-ce que c'est contre-productif finalement ces appels à faire barrage? Permettez-moi d'abord de dire que je suis choqué par votre expression. Je me promène dans la circonscription. Vous êtes une sorte de touriste électoral. Vous avez été là, vous avez pu vous retrouver le mot promeneur n'a aucune connotation péjorative. Vous avez pu vous retrouver à Biarritz, en Bretagne. Mais pour vous, se promener, c'est péjoratif. En Normandie ou dans les Alpes. Non, mais vous plaisantez. Enfin, là, vous me faites un procès sémantique. Vous êtes à l'hôtel, vous vous promenez. La politique, oui, je vais à la rencontre des gens en me promenant. La politique, permettez-moi... c'est discuter avec les gens. J'arrive dans un territoire que je ne connais pas, donc je marche, je m'arrête dans des commerces, je parle avec les gens. J'aurais pu dire, je marche à la rencontre des gens. Si promener, ça vous choque, j'aurais pu dire courir si ça vous fait plaisir. Je vois pas trop où vous voulez m'emmener là. Ce que je veux dire simplement, c'est que pour moi, la politique, c'est pas du tourisme. Parce que vous vous êtes beaucoup promené dans votre circonscription pendant 3 semaines, et me semble-t-il, pour moi, et ça ne m'a pas paru choquant. Pour moi, la politique, c'est pas une promenade, c'est pas du tourisme, c'est pas aller à l'hôtel, c'est vivre et travailler au pays. D'accord. Vous êtes un professionnel de la politique. Moi, je travaille et j'ai un métier. Justement, est-ce que pour vous, cette circonscription... Est-ce que je peux répondre? Je suis pas un professionnel de la politique. Je me suis engagé... Non, mais vous en vivez depuis quelques années. Monsieur Pécher, permettez que je rétablisse la vérité. Je vous en prie. Vous refusez qu'on dise la vôtre, permettez que je dise la mienne. Je peux donner... Je peux me nommer ici avec mon vrai nom. Je peux dire qui je suis. Mais moi aussi. Je peux parler... de toute ma famille. Le code civil autorise à porter le nom de son épouse. Vous êtes resté bloqué à l'époque où c'est la femme qui doit prendre le nom de son mari. Moi, j'ai décidé avec ma femme, quand je me suis marié, de faire l'inverse. Ça vous paraît peut-être étrange, mais aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Je dis que, pour ma part, mon ancrage familial, territorial, politique dans le territoire est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je crois beaucoup à l'enracinement. Mais j'y crois aussi. C'est beau. Alors, en tout cas, cet enracinement, il est essentiel. C'est la fidélité à des valeurs, à une histoire.
J'ai des valeurs, un territoire, a une géographie. Alors, je veux dire que ce territoire, je l'aime tellement que j'ai pas envie qu'il soit représenté par quelqu'un qui non seulement porte les valeurs qui sont les vôtres et qui sont aux antipodes de ce qu'il est profondément, je peux en témoigner, et d'autre part de quelqu'un qui est sans visage et qui vient s'y promener. Sans visage, j'en ai un. Et pendant 2 semaines, 3 semaines de campagne, on n'a pas su qui vous étiez. Vous étiez comme une personne anonyme, discréditée par son parti, encore une fois pour des accusations qui sont extrêmement graves. Et puis tout à coup, vous apparaissez. Permettez-moi de vous dire que cette manière d'envisager la politique, elle me choque profondément. Vous voulez que je vous dise le parcours qui est le mien en quelques mots, parce que vous avez beaucoup parlé de Non, mais j'ai regardé votre fiche Wikipédia, je le connais à peu près. Je ne parle pas de Wikipédia, je parle de ce que je vais vous dire. Ouais, dites-moi. Je suis un fils de paysan qui s'est engagé dans la vie associative, qui a fondé une famille, qui s'est engagé dans la ferme familiale, qui en a fait une ferme coopérative, qui s'est engagé dans la vie locale comme maire, puis comme président d'une communauté de communes, qui, dans l'aménagement du territoire, dans les questions d'industrie, d'agriculture, de services publics, puis qui est devenu député en 2012 face à Nadine Morano et qui a été réélu depuis, qui est très engagé dans son territoire et à l'Assemblée. Depuis une dizaine d'années, si j'ai un mandat politique. Tout le reste du temps, j'ai été un militant, monsieur. Un militant, c'est-à-dire quelqu'un d'engagé bénévolement pour l'amour des autres et aux côtés des autres. Et moi, j'étais simplement un paysan engagé, un homme du territoire engagé aux côtés des autres. On comprend, Dominique Potier, votre ancrage local. Louis-Joseph Pécher, vous nous disiez tout à l'heure, finalement, ça aurait pu être n'importe quelle circonscription. Alors certes, j'ai des racines, mais ça aurait pu être n'importe quelle circonscription. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, les problématiques, les enjeux sur cette circonscription, pour les habitants de cette 5e circonscription, ce sont les mêmes qu'on pourrait avoir dans n'importe quelle circonscription française. Les problèmes de la France rurale, qu'on dit parfois oubliés, ils sont les mêmes partout, quelles que soient les circonscriptions. C'est les mêmes, c'est les commerces qui ferment, c'est les pouvoirs publics qui ferment les administrations, c'est les médecins qui prennent leur retraite sans être remplacés, c'est des problèmes d'infrastructure. Ça, c'est les problèmes, je pense que M. Potier... Mais quand on est sorti de ces banalités, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement du territoire dont vous prétendez vouloir être représentant ? Je suis en train de répondre à une question, si vous le permettez. Mais concrètement, ce territoire ? Mais je suis en train de répondre à une question, je ne réponds pas à 2 questions en même temps. Du coup, je veux bien que vous me rappeliez ce que vous m'avez dit. L'idée aujourd'hui, c'est vous nous disiez finalement le constat est un peu le même dans cette circonscription rurale, avec des enjeux de mobilité, des enjeux de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pour vous, la réponse, c'est le programme du Rassemblement national. Oui, et puis voilà, ce que je veux rappeler, c'est-à-dire qu'un député, qu'il soit présent dans cette circonscription, qu'il la connaisse très bien, enfin, je ne contredirai pas M. Potier, malheureusement, les problèmes que connaissent la France aujourd'hui, le député ne le règle pas à l'échelle de sa circonscription. C'est à l'Assemblée nationale, avec un gouvernement, qu'on peut mener des réformes qui peuvent laisser penser qu'on changera ces problèmes. Être présent en circonscription ne fera pas baisser le chômage, ne réindustrialisera pas la région, quelle que soit la région, ne fera pas baisser l'insécurité. Ce n'est pas dans le pouvoir d'un député. Alors justement, demain, si vous êtes élu, quelle serait par exemple la première mesure que vous voudriez voir appliquée ? Je crois que Jordan Bardella a déroulé toute la liste des mesures. Oui, mais si vous deviez demain vous battre pour une mesure justement pour les habitants. Pour moi, une mesure en particulier, comme j'ai été chef d'entreprise longtemps, pour moi, ça serait quand même, oui, d'alléger la fiscalité et toutes les tracasseries administratives dont sont victimes les petites entreprises, qui sont quand même la base d'un tissu économique local. Surtout dans des zones où on n'est pas dans des grandes villes, où il est beaucoup plus facile de trouver un emploi. Moi, je connais des maçons, des peintres en bâtiment qui me disent qu'ils ont 2 ans de chantier devant eux, mais qui n'embauchent pas, parce que s'il y a le moindre problème, tout de suite, ils vont se retrouver avec des soucis d'ordre administratif, s'ils doivent licencier, c'est très compliqué. Donc, ils préfèrent en fait refuser du travail plutôt que d'embaucher des gens, parce qu'en fait, ça leur paraît trop compliqué d'embaucher. Ça, Dominique Potier, c'est des mesures qui parlent aux électeurs, finalement, ou pas du tout ? Vous parlez de ce que peut provoquer l'ancrage dans la vraie vie, dans la vie économique, la vie d'un territoire, dans sa singularité. Ici, on a une agriculture qui, comme toute l'agriculture française, est menacée par des concurrences internationales qui ne respectent pas nos standards, les standards européens en matière sociale et environnementale. Je suis chef de file à l'Assemblée d'un groupe transpartisan qui réunit des communistes jusqu'à des républicains sur la question de mesures miroirs qui permettent de rétablir une concurrence loyale pour que nos paysans puissent continuer à assurer notre souveraineté alimentaire. Ça, c'est un des types de combat qui est inspiré de mon ancrage dans le monde paysan ici et de mes combats auprès des organisations agricoles. Vous ne le défendez pas assez ? Comment vous expliquez finalement que les électeurs, ça ne les convainc pas forcément ? Je peux donner un autre exemple, c'est celui de notre industrie de l'eau. On est aujourd'hui le leader mondial de l'eau avec Saint-Gobain pour Tamousson. Avec l'entreprise, avec les syndicats de ces entreprises, avec la direction de Saint-Gobain PAM, on a déposé des amendements, on a obtenu que désormais dans la commande publique, on puisse privilégier des productions
française, et en l'occurrence française et européenne, pour garder notre souveraineté en matière d'eau potable, alors qu'on a un défi colossal par rapport au dérèglement climatique, c'est que 1 litre sur 5 aujourd'hui est gaspillé. Il va falloir renouveler nos réseaux, il va falloir les moderniser. Est-ce qu'on va dépendre de l'Inde ou de la Chine pour cela, ou est-ce qu'on sera souverain? Eh bien, ces mesures concrètes, je les ai bâties aux côtés des syndicats, de la direction et du territoire, et je suis fier de les porter à l'Assemblée. Donc vous voyez, la politique, c'est pas du tourisme, c'est pas de l'idéologie, Oui, c'est des sujets concrets. Et ces mais sujets est-ce que ça suffit à convaincre aujourd'hui les électeurs quand vous Eh bien, défendez moi, je ces fais le pari thématiques, quand on entend je fais des le électeurs pari parler de que oui, pouvoir que le d'achat, Rassemblement national, c'est un d'immigration? petit peu les joueurs de flûte du conte de Hamelin. C'est qu'ils vont amener tous les enfants du peuple à être noyés parce qu'ils leur racontent des histoires. La vraie histoire, c'est que nous sommes confrontés à des défis économiques, sociaux, écologiques qui sont inédits. Qu'il va falloir pour ça un effort national considérable, un effort européen considérable. Et que les rêves des nationalistes, les rêves de tous ceux qui veulent nous ramener à la discrimination, à un nationalisme totalement étriqué et totalement dépassé, vont nous faire perdre du temps sur la transition écologique, vont nous faire perdre du temps sur les défis de réindustrialisation. La vérité, c'est que les combats que nous portons, j'admets qu'aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas assez explicites, pas assez populaires, mais ce sont les vrais combats. C'est les combats de la justice sociale, du réarmement industriel, du réarmement énergétique. Moi, j'y consacre toute mon énergie sur le territoire. On est un territoire qui est plutôt pionnier en la matière. Il est regardé, il est soutenu. J'étais cet après-midi avec une petite centaine d'élus réunis à Colombey-les-Belles, au cœur de la circonscription. Je ne sais pas si vous savez Colombey-les-Belles, vous savez, mais en tout cas, on était réunis au cœur de la circonscription à Colombey-les-Belles. Et le président de la région Grand Est, Franck Leroy, la présidente du département, était venu redire qu'il était important que ce que nous faisons en termes d'animation politique, de projet sur ce territoire, continue. Et pour dire également qu'il souhaitait que des députés humanistes et républicains siègent à l'Assemblée nationale. Justement, Louis-Joseph Pécher, vous avez l'impression... Il faut peut-être que je puisse parler un petit peu aussi. Vous nous inquiétez pas, les temps de parole seront équitables à la fin. On est là pour ça. Justement, Louis-Joseph Pécher, aujourd'hui, finalement, Dominique Potier disait c'est des promesses qui ne pourront pas être tenues. Vous avez l'impression que c'est ça, finalement, le programme du Rassemblement national? C'est un peu facile de dire, parce qu'en fait, M. Potier convient qu'il y a un problème qui a poussé des électeurs, dit-il, dans le bras du Rassemblement national, mais c'est cette situation qui pousserait les électeurs dans les bras du Rassemblement national qu'il a fabriqué, qui gouverne le pays depuis 40 ans. Ce sont les mêmes vieux partis, auquel d'ailleurs appartient le Parti socialiste, qui a été aux affaires. Donc il est un peu facile de dire, nous demain nous allons en fait faire ce que nous n'avons pas fait depuis 40 ans, et ce que promet le Front National, c'est des histoires de joueurs de flûte. J'allais dire la situation, nous n'en sommes responsables en rien, et il est un peu facile de dire que ce que nous proposons ne servira à rien quand on a pendant 40 ans creusé un déficit qu'on finance d'ailleurs par la dette. C'est le premier poste de dépenses de l'État, c'est-à-dire qu'on emprunte pour payer les intérêts de la dette. C'est déjà une situation qui est intenable sur le long terme, surtout si les taux d'intérêt doivent remonter. Donc il faut d'abord faire son bilan avant d'attaquer le bilan à venir. Vous parlez effectivement de la dette. Comment vous financez aujourd'hui vos mesures? Pour les financer, déjà, je pense qu'il faut réformer énormément de choses en profondeur pour pouvoir faire des économies et sortir en fait de cette course au crédit qui en matière économique. On les fait où les économies alors? On les fait en réformant un certain nombre en réorganisant mieux l'administration, en la rendant plus efficace, en maîtrisant mieux les dépenses publiques. Il y a plusieurs propositions qui vont en ce sens, et notamment si on simplifie la vie des petites entreprises en allégeant la fiscalité, on pourrait croire que c'est une perte de recettes, mais non, parce que ça permettra d'augmenter l'emploi, et c'est les gens qui travaillent, qui payent de la TVA en consommant, alors que des gens qui sont... Le RSA est une bonne mesure d'accompagnement pour des gens qui sont dans une situation compliquée, mais quelqu'un qui est au RSA a sans doute envie de retrouver un emploi, et pour qu'il trouve un emploi, il faut qu'il y ait des employeurs qui en fabriquent. Et donc il faut recréer ce cadre qui permette à l'économie en fait d'être attractive, et c'est comme ça, et c'est par plein de petites mesures de bon sens qui figurent au programme de M. Bardet et de M. Ciotti qu'on pourra sortir de cet engrenage qui est assez vicieux, et notamment en baissant aussi cette fiscalité qui matraque les entreprises auxquelles les grands groupes peuvent faire face assez facilement, mais pas les TPE et les PME, qu'on pourra augmenter les salaires nets, rendre en fait aux travailleurs le fruit de leur travail, et ça c'est une mesure de relance de l'économie qui paraît de bon sens, et ça paraît évident, il n'y a pas de... Dominique Potier, justement, je le rappelle, vous avez pour cette élection refusé l'étiquette du nouveau Front populaire, comme vous aviez refusé celle de la NUPES il y a 2 ans lors des précédentes élections législatives. Justement, si demain vous êtes réélu à l'Assemblée nationale, où est-ce que vous allez siéger, et surtout quelle
Quel programme vous allez défendre? Ce sera quoi ce En programme? l'occurrence, il n'y a jamais eu de groupe NUPES, il n'y a jamais eu de groupe Front Populaire. Et en tout cas, je ne siégerai pas Est-ce que sous vous l'autorité voterez finalement des de mesures Jean-Luc Mélenchon, jamais. Est-ce que vous, oui, mais est-ce que vous voterez finalement des mesures qui peuvent être proposées par le nouveau Front Populaire ou pas du tout? Il n'y a pas de nouveau Front Populaire, ça c'est une légende qui a été fabriquée. Il n'y avait pas de NUPES, il y a des groupes politiques qui ont leur autonomie. Moi j'étais membre du groupe socialiste, il y a un groupe communiste, un groupe écologiste, il y a un groupe MoDem, etc. C'est ça la réalité, que les groupes de gauche, il y a un intergroupe et qui dialoguent entre eux. Moi j'étais un des artisans de ceux qui ont voulu marquer la rupture même avec cet intergroupe de gauche après le 7 octobre, tant qu'il n'y avait pas de clarification de la part de LFI sur le statut du Hamas. Donc je suis très clairement dans une clarification très forte à gauche sur ces questions-là, et je suis totalement social-démocrate, écologiste et européen. Je travaille par ailleurs sur les questions de l'entreprise, et la dignité du travail et de la valeur travail, avec des hommes comme François Ruffin. Je travaille avec des hommes comme des gaullistes sociaux, je pense à Stéphane Viry, qui aujourd'hui se bat à Épinal. J'ai travaillé avec eux sur des questions du travail et de l'entreprise. On peut être ancré dans sa famille politique et être capable, dans l'arc républicain, de travailler avec d'autres personnes. Et je crois que la question du Front populaire est une question qui est quasiment derrière nous. Ce qui est devant nous, si nous réussissons à éviter les pleins pouvoirs à l'extrême droite dans notre pays, ce qui est mon combat prioritaire dans les jours qui viennent et mon absolue priorité, nous aurons à bâtir une coopération inédite entre des forces républicaines et humanistes pour répondre en profondeur aux enjeux du pays. Louis-Joseph Péchère, justement... Je peux me permettre juste de répondre parce que je sais que monsieur Dominique Potier est un modéré. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais que vous avez toujours refusé certaines idées de l'extrême gauche. Je vous soupçonne pas de les partager ou de partager les idées de Jean-Luc Mélenchon. Mais j'allais dire d'une certaine manière, si demain monsieur Bardella et monsieur Ciotti ne gagnent pas ne remportent pas les élections, n'ont pas la majorité absolue, et que c'est la gauche qui l'a, même si monsieur Potier ne soutient pas ces positions d'extrême gauche, mettons qu'il y a un gouvernement qui soit formé par une espèce de coalition étrange de macronistes et de gens de gauche, on ne sait pas du tout qui aura la main sur cette coalition, et il est tout à fait possible que l'élection de monsieur Potier entraîne la mise en avant des idées de monsieur Mélenchon à la façon d'un allié objectif, mais qui ne veut pas servir cette cause, mais qui se retrouve, parce qu'il est à tel endroit, à tel moment, finalement, malgré lui, le serviteur d'une cause dont il ne partage pas toutes les idées, parce que je ne vous reproche pas de partager toutes les idées de monsieur Mélenchon. Vraiment très rapidement, parce qu'on touche à la fin, un mot justement sur Jean-Luc Mélenchon. Je vais clarifier cette question. Je suis candidat de divers causes, comme j'étais candidat. Encore une fois, ça ne m'empêche pas de travailler avec certains membres de LFI, du Parti communiste, des écologistes, et au centre, et parfois même avec des collègues de droite. Bon, ça, j'ai été très clair dans ce que j'ai dit, je ne vous ai accusé de rien. Je suis même sur le territoire, comme à l'Assemblée, quelqu'un qui est tellement enraciné dans la pensée social-démocrate, dans cet humanisme-là et cette tradition-là, que j'ai la capacité d'être avec des gens d'horizons très divers. On l'a montré sur le territoire, et nos réussites sont liées à cette capacité. Gouvernement, parce vous parlez toujours de territoire, mais l'Assemblée nationale va nommer un gouvernement, ça va au-delà du territoire. J'imagine pas, c'est peut-être ma différence, une des différences avec vous, il y en a tellement d'autres. Oui, certainement, d'ailleurs, on peut les revendiquer l'un comme l'autre, il n'y a aucun problème. J'imagine pas, moi, une Assemblée nationale hors sol, avec des gens qui ne sont pas du territoire. Moi, je crois beaucoup à l'idée de personnalité. Vous le dites, national, c'est pas le conseil régional. Permettez-moi de te dire que je crois à des personnalités qui incarnent des territoires. Dominique Potier, vous allez avoir l'occasion de conclure dans quelques minutes. On touche vraiment à la fin de ce débat. Un dernier mot, vraiment, Louis-Joseph Péchère, pour répondre à Dominique Potier. Oui, j'ai répondu. Effectivement, un député doit connaître sa circonscription. Je vais pas prétendre que je la connais aussi bien que M. Potier. Après, c'est une élection qui est particulière. Je pense qu'on a un tournant de la Ve République et que là, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont autant participé. Ils veulent chacun un Premier ministre. Les gens veulent porter M. Bardella au gouvernement comme Premier ministre. Vous avez une égalité de temps de parole. Messieurs, on arrive au terme de ce débat. Vous avez chacun 30 secondes pour conclure. Dominique Potier, c'est à vous de commencer. Je voudrais une bonne fois pour toutes trancher la question d'une quelconque allégeance. Je ne suis pas macroniste. Je combats de toutes mes forces Jordan Bardella et l'idéologie mortifère que porte le Rassemblement national et les amis d'Éric Ciotti. Et je ne suis pas non plus mélenchoniste. Je serai un de ces hommes à l'Assemblée qui bâtira une nouvelle majorité centrée sur les valeurs de la République et sur la prise en compte avec la justice comme boussole des grandes transitions à venir. Et si c'est ma conclusion, mais c'est mes derniers mots, je voudrais rappeler une date, monsieur Péché. C'est fini, Dominique Potier.
Louis-Joseph Péché, je Voilà. suis désolée. Voilà, C'est je le vais chrono finir, qui donne 30 secondes voilà, également. Je vais finir rapidement. Mais effectivement, Monsieur Potier n'a ni l'étiquette Macron, LFI et tout ce qu'on veut. Au demeurant, il a rassemblé sur sa candidature l'ensemble des voix de tous ces partis. Et après, voilà, ce que je voudrais dire aux électeurs de Monsieur Quentin Vinault, c'est de ne pas se tromper. On a une occasion unique de faire une union des droites qui peut permettre, malgré des différences, mais il faut aller au-delà des différences, dans le souci de la France, dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de son avenir, que la droite s'unisse et porte Monsieur Bardella au gouvernement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu sur ce plateau. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dimanche soir pour le deuxième tour de la soirée électorale. Analyse, résultats et commentaires dès 19h50. Passez une très belle soirée sur France 3.